Je voudrais à ce titre, tout le monde m'entend? Il y a des interférences. Je voudrais à ce titre exprimer notre joie de pouvoir organiser aujourd'hui cette première manifestation qui sera suivie par d'autres devant traiter successivement d'une série de thématiques relatives au secteur céréalier marocain. Je voudrais rappeler également que le sous-groupe céréales a été créé il y a près de 5 mois suite au grand intérêt manifesté par les membres du groupe de l'Oriadi Abi Hassan II, intérêt qui n'a pas d'ailleurs cessé de s'exprimer, comme en témoigne l'intensité et la richesse particulière des échanges sur notre site WhatsApp. Il n'y a qu'à voir les échanges des derniers 48 heures pour se rendre compte de ça. Le besoin a été fortement ressenti donc d'engager la réflexion sur le secteur céréalier qui se trouve au centre de la problématique du développement de l'agriculture marocaine dans son ensemble. Et ce, de par le fait qu'il concerne la grande majorité des exploitations agricoles marocaines, du fait de son poids énorme dans l'alimentation des Marocains et des sensibilités à la fois sociales et politiques qui découlent de la chose, du fait de la grande fragilité de ses performances de production fortement liées aux pluies, du fait du recours particulier au maraîcher international pour combler ses déficits, et j'en passe. Les évolutions majeures connues par le marché international des céréales depuis quelques années déjà, et l'aggravation récente de ces données, les données de ce marché international, induites directement et indirectement par la guerre russo-ukrainienne, ainsi que les grandes incertitudes qui règnent concernant l'avenir, ne font que consolider l'intérêt que nous portons, que nous accordons tous au secteur céréalier. Cet intérêt est également ressenti de façon particulièrement forte au niveau du gouvernement marocain, particulièrement du ministère de l'Agriculture, de toute la classe politique, des masses médias et de la population de façon générale. Les séminaires, les rencontres et les déclarations foisonnent, animés par les effets particuliers de la sécheresse connue par notre pays durant la présente campagne agricole. Des questions fondamentales commencent à être posées concernant la nécessaire refonte de notre modèle agricole, la souveraineté alimentaire de notre pays, etc. Une fois rappelé ce contexte général, je voudrais souligner que le sous-groupe céréales s'est vu s'enrichir depuis sa création de nombreuses compétences ayant des profils et des expériences diverses. Je voudrais tous les remercier en votre nom. Ce sous-groupe s'est attelé à préparer une note de cadrage qui fixe l'esprit et les objectifs de la réflexion à mener et qui identifie les thématiques à traiter. Au départ, 2 équipes ont été créées pour traiter respectivement des 2 premières thématiques portant sur le bilan céréalier et le potentiel céréalier. D'autres équipes ont été créées depuis et prennent en charge les thématiques liées aux semences d'une part et l'encadrement des petits agriculteurs d'autre part. D'autres équipes restent à organiser pour s'occuper des thématiques restantes. Notre visioconférence d'aujourd'hui traitera donc de la question extrêmement importante du bilan céréalier. 3 intervenants de l'équipe dédiée se succéderont à cet égard. Intervenants que je voudrais vivement saluer pour les efforts qu'ils ont fournis. Il s'agit de M. Moudel Mohamed, qui abordera la démarche adoptée par l'équipe, les éléments étudiés et les prochaines étapes. Il s'agirait également de Mme Sana Mehdi, qui présentera les données relatives aux superficies, production et rendement des cultures céréalières ainsi qu'aux importations. En dernier lieu, M. Najib Layachi traitera enfin des éléments relatifs à la commercialisation, à la consommation, à l'autosuffisance et aux pertes. Ils auront chacun 15 minutes pour nous présenter les résultats de leurs travaux. Puis je donnerai la parole aux participants à cette visioconférence pour apporter leur contribution éventuelle et poser les questions auxquelles les membres de l'équipe répondront. Je vous demanderai
de poster, si possible, vos questions aux intervenants sur le chat au fur et à mesure, de manière à leur permettre d'y répondre au mieux. Je vous rappelle que notre visioconférence prendra fin à 19h40, du moment que nous avons pris 10 minutes ou 15 minutes de retard. Merci beaucoup pour vous tous et merci surtout à M. Bouhamidi qui n'a aménagé aucun effort pour nous faciliter les choses sur le plan technique et qui continue d'ailleurs, il est avec nous, qui continue tout au long du déroulement de cette visioconférence. Je voudrais tous que vous applaudissiez Sibou Hamidi pour ce qu'il a fait pour nous. Donc, on passe directement aux choses sérieuses et je donne la parole à Simoudden. Simoudden, la parole est à vous. Je disais bonjour, c'est Hassan, merci. Est-ce que la présentation est visible pour vous? لا مازال مازال خصك تهبط ليكرون كله باش يتبان لك هذيك لا بريزونطاسيون ديالك. Toujours pas encore. لا صافي باينه دابا. دير ديابوراما Très bien. Voilà, donc ça va pour le moment? Très bien. Ça va très bien. Très bien, merci. يقول سيدريس مسكين n'entend rien du tout. Oui, pardon, c'est Najib? سيدريس مسكين قال لي n'entend rien, mais je crois que c'est parce que tu ne parlais pas. دابا يمكن ça va aller mieux. تفضل. D'accord. Donc, chers collègues et chers amis, donc c'est une présentation qui va porter sur l'approche qui a été adoptée par l'équipe qui a travaillé sur le bilan, qui continue à travailler sur le bilan, qui est une équipe issue du sous-groupe céréales. Donc, la présentation porte sur l'approche, le cadrage par rapport auquel le travail a été situé. Le sommaire se présente comme suit. Donc, tout d'abord, on a un essai de définition de ce qu'on entend par bilan céréalier. L'objectif donc visé par le groupe du travail. Comment la note de cadrage a été prise en compte, quels sont les éléments de cette note qui ont été pris en compte et s'il reste quelque chose qu'il faudrait prendre en compte par la suite. Le plan d'action et les modalités de travail du groupe, puis quelques limites et hypothèses sur lesquelles le travail du groupe s'est appuyé, et enfin, quelques conclusions et recommandations. Voilà un peu le sommaire qui va être suivi par la présentation. Alors, pour ce qui est de la définition, donc il y a deux volets, deux axes donc, que nous avons considérés dans le bilan céréalier. Le bilan de manière générale. Le premier vise à clarifier comment la satisfaction des besoins en consommation est atteinte à travers les flux des différents produits et sous-produits céréaliers. À noter à ce niveau-là qu'on s'est intéressé pour le moment surtout aux produits, à savoir les grains. Donc ça c'est le premier axe, c'est-à-dire comment la satisfaction des besoins en consommation est atteinte à travers les différents flux, production, commercialisation, etc. Le deuxième axe, c'est au-delà de simples constats, apporter des éléments d'explication à ces différents flux et à leur évolution. Donc ces sont deux axes complémentaires. Le travail s'est focalisé pour le moment sur le premier axe, mais le deuxième axe sera également traité. Alors, la finalité, c'est de mieux comprendre le présent pour pouvoir construire le passé, pour pouvoir entrevoir les tendances et tirer des enseignements pour le futur. Donc, c'est en général le cas quand il s'agit un petit peu de comprendre, de bâtir l'avenir. Bon, c'est toujours une excellente chose. C'est souvent nécessaire de voir comment les choses ont évolué par le passé, quels enseignements on peut en tirer. C'est pourquoi nous considérons que c'est un travail donc, complémentaire à celui sur le potentiel. Et les deux travaux, bien sûr, donc, seront complétés par les travaux d'autres sous-groupes.
Alors, pour ce qui est des liens avec la note de cadrage de manière globale, là je parle de manière globale. C'est d'abord, donc, il s'agit de traiter tous les segments de la filière. Donc, on ne s'intéresse pas à un aspect donné, ce n'est pas uniquement, je dirais, le volet production ou le volet commercialisation. Donc, c'est tout le long de la filière. Et s'inscrire dans l'objectif de la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis du marché extérieur, c'est un élément important. À noter à ce niveau qu'au niveau de la note de cadrage, on a voulu au début donc travailler surtout sur on a limité donc le travail sur les céréales au blé dur, au blé tendre et à l'orge. Mais au vu des données que nous avons pu collecter, on a estimé important de s'intéresser également au maïs. D'ailleurs, dès le début, les données qu'on a pu avoir sous forme de tableau contenaient déjà des informations sur le maïs. Et au vu de ces informations, donc l'importance, pratiquement, on a constaté que tout le maïs est importé, tous les maïs en grains pratiquement viennent de l'importation. Donc, on a estimé que c'est nécessaire, c'est important d'introduire également le maïs, d'autant plus vu l'importance du maïs pour la production animale, notamment celle de la volaille. Toujours dans le lien avec la note de cadrage, il y a des éléments spécifiques au niveau de la note de cadrage qui précisent des thèmes précis pour l'équipe qui travaille sur le bilan. Mettre en exergue et analyser les évolutions majeures à l'échelon national. Et à ce niveau-là, en fait, ce n'est pas uniquement l'échelon national qui est cité, mais aussi prendre en compte les espaces agroclimatiques, etc. Et là, c'est un deuxième point pour lequel il y a quelques limites, donc je vais en parler tout à l'heure. Dégager les caractéristiques et les grandes tendances, donc qui ressortent de l'évolution. Dégager et analyser l'évolution des importations. Éléments non pris en compte, nous pouvons l'être dans d'autres sous-groupes. Il y a déjà, si Hassan a cité déjà deux sous-groupes qui ont été sur les semences suivies sur l'encadrement des petits agriculteurs. Il y a aussi la question des pertes, il y a aussi la question de la minorité artisanale qui attend. Donc, on a noté les effets des politiques d'incitation menées. Donc, moi, je dirais, de manière générale, les effets des politiques et programmes donc, menés par l'État qui visaient partiellement ou totalement donc, le secteur céréalier, les tendances pour l'avenir, le marché mondial des céréales et les risques pour le Maroc, les formes de consommation et les impacts de la politique de subvention de la farine de blé tendre, le bilan de la consommation animale, les semences, les pertes, le rôle de la minoterie artisanale. C'est autant de thématiques qui ont été citées et dont l'équipe bilan devrait en principe s'occuper, mais déjà on voit qu'il y a eu création de quelques nouveaux sous-groupes et d'autres peut-être suivront. Je voudrais signaler à ce niveau qu'il y a deux thèmes particuliers qui nous paraissent importants, pour lesquels il faudrait déjà penser, à mon avis, donc à la création de ce groupe spécifique. Il y a la question des effets des politiques et des programmes donc, lancés en faveur du secteur agricole, donc ça, le secteur céréalier en particulier. Il y a le deuxième point, tout ce qui concerne le marché mondial, ses évolutions, les perturbations qu'il connaît dans le contexte actuel et les risques pour le Maroc. Donc, ces deux volets nous paraissent très importants et méritent vraiment un approfondissement, un intérêt à part qui pourrait justifier la création de ce groupe particulier. Toujours dans le lien avec la note de cadrage, nous avons noté qu'il y a quelques éléments qui sont difficiles à aborder, pour manque de données essentiellement. Quand on parle par exemple des évolutions majeures concernant les superficies, les rendements et les productions dans chacun des agrosystèmes, a-t-on déjà défini ces agrosystèmes? A-t-on pu préciser leurs caractéristiques? Connaissons-nous où est-ce qu'ils se situent? Encore, si on avait ces éléments, on pouvait à ce moment-là peut-être poser la question des superficies, des rendements, des productions au niveau de chacun de ces agrosystèmes. Là, la question est posée. Et donc, il faudrait qu'on ait des éléments de réponse. Les volumes consommés par espèce globalement et par habitant, là aussi c'est un problème au niveau des consommations, au niveau des données fournies par le Haut Commissariat au plan. Il y a un problème, donc on n'a pas les données par espèce et par habitant en ce qui concerne les céréales. On n'a pas les données par exemple pour l'orge, pour le blé dur, pour le blé tendre, pour le maïs séparément. La question de l'autoconsommation également, c'est très important. Et on n'a pas de données sur l'autoconsommation. C'est connu, les agriculteurs prélèvent une part pour leur propre production, pour leur propre consommation. On ne sait pas ce qu'il en est réellement. La question des stocks et leur mouvement, là aussi c'est un problème. Donc on a cherché à avoir des données, on s'est informé ce qu'il y aurait des données, on savait déjà d'avance en fait qu'il n'en existerait pas. Donc les données sur les stocks et leur mouvement, là ça pose également un problème. Autant de données importantes dont on ne dispose pas et pour lesquelles il n'y a pas de système de collecte de mise en forme des informations donc, déjà mis en place et dont la connaissance malheureusement qui n'existe pas alors qu'elle est très importante pour pouvoir penser l'avenir du secteur céréalier.
Alors, pour ce qui est du plan d'action et des modalités de travail, là, je voudrais noter d'abord en premier que le travail, on a travaillé de manière un petit peu ouverte sur les échanges qui se faisaient et continuent à se faire au sein du sous-groupe céréales. Au niveau du sous-groupe céréales, comme l'a dit C. Hassan, donc il y a vraiment un foisonnement d'idées, donc de contributions de différentes personnes, dont je dirais peut-être pratiquement la grande majorité, sinon presque tous, ne sont pas membres de ce groupe. Maintenant, donc avec la création de nouveaux sous-groupes, effectivement, donc il y a plus de membres dans les sous-groupes. Mais on a tenu compte également de ces échanges. Donc, on a travaillé donc en essayant de ressortir d'une part l'offre provenant de la production nationale et celle provenant des importations, et puis par la suite mettre en évidence les principaux constats et essayer par la suite d'apporter des éléments d'explication. Pour l'apport des éléments d'explication, le processus, je dirais, est un petit peu à ses débuts et devrait se poursuivre. Toujours au niveau des plans d'action et des modalités de travail, donc pour ce qui est de l'estimation du niveau de consommation des céréales et dégagement des principaux constats, donc c'était donc la deuxième étape, donc après donc avoir examiné les données sur l'offre, l'issue de la production, l'offre issue des importations, donc qu'en est-il donc de la consommation, de la demande? On a assimilé la consommation à la demande, à ce niveau-là tout un débat, la consommation, la demande, etc. Donc on y reviendra. Mise en évidence du gap entre la production nationale et la demande, mise en évidence des limites et des difficultés liées à l'estimation de la demande en céréales. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc on en parlera après. Alors, les limites et les hypothèses, c'est à ce niveau-là, effectivement. Les erreurs liées à la fiabilité des données seraient, de notre point de vue, atténuées par le recours à celles de première main et par le raisonnement sur une longue période, 20 à 40 ans. Pour certaines données, on est allé jusqu'à 40 ans. Donc, on estime que le fait de prendre en compte une période aussi longue, donc le problème de fiabilité de données que beaucoup de collègues ont posé à maintes reprises serait atténué. On ne dit pas qu'il serait annulé, mais on estime qu'il serait atténué. Et puis, il y a un autre élément, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas d'accès à d'autres données que ceux qui sont disponibles, notamment ceux fournis par le ministère. Le deuxième point, c'est que le niveau de consommation est assimilé à l'offre résultant pour chaque campagne de la somme des importations de la même campagne et de la production de celle qui l'a précédée. On sait qu'il y a des chevauchements à ce niveau-là. Donc, ça nous a semblé donc l'approche la plus judicieuse et c'est ce qui a été fait pour ce volet consommation. Toujours au niveau des limites et des hypothèses, seules les données concernant les céréales sous forme de grains sont prises en compte. Là, donc, c'est pas à vrai dire une limite, c'est un fait. Pour le moment, on n'a pris en compte que les grains, mais ça n'exclut pas que par la suite, surtout pour le volet production animale, on sera amené à prendre en compte d'autres sous-produits, les sous-produits. Alors, l'effet de la non-prise, la variation des stocks, on a estimé que la même chose, que le fait de ne pas connaître les stocks, ne pas connaître leurs variations, les variations qui subissent d'une année à l'autre, serait atténué par le raisonnement sur une longue période. Les exportations sont considérées comme nulles, ils seraient pratiquement nuls dans les faits, mais il y en aurait quelques quantités très limitées apparemment. Alors, quelques éléments de conclusion et de recommandation en lien avec l'approche que nous avons adaptée. Il faut dire qu'on a noté qu'il y a plusieurs limites en lien avec la disponibilité de données et leur fiabilité, mais le travail, de notre point de vue, garde toujours son intérêt. Ce n'est pas parce qu'il y a ces limites. On a utilisé des données qui ont quand même, dont la collecte a demandé des efforts, des données qui ont couvert un certain nombre de domaines, qui se sont basés sur des méthodes qui valent ce qu'ils valent, mais ils sont des données quand même auxquelles on estime pour la plupart sur lesquelles on peut s'appuyer. Et nous estimons que le travail, malgré les difficultés liées à ces limites, garde son intérêt. Un travail important reste à faire pour l'exploitation des évolutions constatées. Donc, on a commencé à essayer d'apporter des éléments d'explication, mais pour aller plus loin, il faut creuser, voir un peu les choses, comment ils se déroulent au niveau, en fonction des catégories d'exploitation, par exemple, en fonction des catégories d'espace, etc. On n'a pas toutes les données nécessaires à ce niveau. Et il faut, d'un autre côté, voir un peu qu'en est-il des effets et de l'impact des politiques de l'État destinées au secteur céréalier, pour essayer de comprendre un peu l'évolution constatée. Toujours au niveau des conclusions, recommandations, des questionnements importants et des pistes pour des propositions concrètes ont été prises en compte. On en parlera et ça apparaîtra également au niveau des présentations qui sont faites par les collègues Sinajib ou Sida Sana.
Des adaptations doivent être introduites de notre point de vue à la note de cadrage. On l'a vu parce qu'on estime que ce qui reste comme travail au niveau de la note de cadrage et qui a été inscrit au début comme des thèmes pouvant être traités par l'équipe bilan, et ça est un travail donc important, assez colossal, qu'il conviendrait effectivement de l'alléger. Ça permettra également d'impliquer d'autres personnes. Et puis, il y a d'autres sous-groupes qui viennent d'être créés et ce serait bien d'enrichir la note de cadrage par des éléments de termes de référence de ces sous-groupes. Le sous-groupe bilan lui-même doit être renforcé parce que le sous-groupe bilan, pour le moment compte 3 personnes, pas plus. Alors, quelques questionnements et pistes pour de propositions que nous avons senti pratiquement dès le début, dès qu'on a commencé à travailler sur les données. D'abord, c'est clair que le niveau de production et de rendement devrait pouvoir être notablement amélioré. Donc, on a constaté une faiblesse très nette à ce niveau-là. Le niveau de dépendance de l'importation est trop fort et devrait être réduit et total pour le maïs en grain. On est totalement dépendant pour ce qui est l'importation du maïs en grain. Ce n'est pas normal. Les fluctuations sont trop importantes d'une année à l'autre pour pratiquement toutes les espèces avec des variations selon les espèces. Madame Sana, on parlera tout à l'heure, donc avec des graphiques à l'appui. Les fluctuations, disons, je disais, sont très importantes. Les aspects nutritionnels sont négligés et méritent une attention particulière. Et des études doivent être lancées et des systèmes d'information mis en place pour pallier au manque de données assez important quand même. Voilà bon, un aperçu sur l'approche qui a été adoptée par le groupe. En même temps, quelques questions, quelques voies et pistes qu'on a essayé d'explorer. Merci pour votre attention. Je reste à votre disposition pour plus de clarifications. Merci beaucoup, M. Moudden. Je passe tout de suite à Mme Nadisana, qui a la parole. Si. Je dois quitter. Voilà, tu enlèves le partage collo. Voilà, c'est bon, Simon. Madame Sana. Merci, Monsieur Belhadfa, chers professeurs, chers confrères. Là, je vois des personnes, des confrères que j'avais vus depuis 1994. Et là, je salue, permettez-moi cette parenthèse, Monsieur Ben Yassine, c'est Abdrahim Ben Yassine qui était le président, le membre du jury de la soutenance. C'était en 1994. Et je salue vivement, voilà. Et je remercie bien sûr tous les présents. Donc, je ne sais pas si vous Mazal, voyez... madame, Mazal. D'accord. Tu recommences à partir de partager ou c'est... Voilà. C'est bon? Mazal, tu réduis peut-être كلشي باش يتبان لك la presse ديالك. D'accord. Tu réduis le fond peut-être. Ah non. درتي partager. Oui. Voilà. Oui, ça arrive d'abord. Ça arrive, voilà. Très bien. Maintenant, c'est là. Diaporama. Allez, bien. bravo, ça fait, merci. Donc, voilà, merci M. Moudden. Vous avez présenté l'approche et le cadrage. Donc, en ce qui me concerne, donc, je vais parler un peu des superficies, l'évolution et l'analyse des superficies, production, rendement, les importations et bien entendu l'offre. Et pour terminer, je vais parler de la synthèse. Je vais synthétiser ces points-là. Voilà, donc nous avons travaillé sur une période de 40 ans, comme a dit Simouden, pour...
Donc, pour l'évolution des superficies des 4 céréales, donc on a commencé par, on avait les données de 79-80, d'accord, à 2019-2020 et jusqu'à 2020-2021. Donc là, on remarque une augmentation très nette de la superficie du blé tendre, plafonnement puis diminution à partir de 2017-2018, une légère diminution de la superficie du blé tendre, blé dur et de l'orge, et enfin, donc une forte diminution de, je dois masquer cette, voilà, de la superficie maïs qui est devenue de 254 kilo-hectares. Donc ça, c'est en 2001 jusqu'à 71 000 hectares en 2019-2020. Donc ça, c'est très important à noter pour le maïs. Donc, si le premier bâtonnet représente la moyenne, la superficie moyenne de 79, 80 jusqu'à 83, 84, donc c'est les 5 premières campagnes de la période, et le deuxième bâtonnet représente la moyenne des 5 dernières, campagnes. Voilà. Donc, on remarque clairement que la superficie de blé tendre est multipliée par 3 en 41 ans, la superficie de blé dur de 20% et celle de l'orge est diminuée de 30%. Donc ça, c'est un point très important à noter. En ce qui concerne la production, donc là, pour les céréales, les 4 céréales, donc on a les données de 1980, des campagnes de 1980-81 jusqu'à 2020-2021. Donc, on remarque nettement une augmentation de la production céréalière, vous voyez, donc une augmentation très nette de la production, très grande fluctuation de la production d'une année à une autre, c'est très flagrant. Et puis, donc, cette production a varié de 17 millions de quintaux à 115 millions de quintaux, respectivement de 94-95 à 2014-2015. On connaît tous, on sait que 94-95 était une année très, très sèche. Donc, pour le blé tendre, c'est toujours le même problème. Donc, c'est la très grande fluctuation, la forte augmentation de la production de blé tendre. La production également varie de 2 millions de quintaux à 56 millions de quintaux. Donc, ça, c'est une variation extraordinaire. Ça, c'est juste la production moyenne. On ne parle pas des productions des différents écosystèmes et entre les différents producteurs. Donc ça, ça fera l'objet, Inch'Allah, des prochains webinaires et une fois on aura les données, Inch'Allah. Donc pour l'évolution pour le blé dur, donc on remarque une légère augmentation donc, de la production, très grande fluctuation de la production d'une année. Ça, c'est toujours le même constat. La production a varié de 44 millions de quintaux à 24 millions de quintaux. Toujours l'année sinistre, c'est 94-95. En ce qui concerne l'orge, il y a une stagnation, une très faible diminution donc, de la production d'orge, toujours une très grande fluctuation, et cette production a varié de 4,7 millions de quintaux à 38 millions de quintaux. Pour le maïs, là, c'est le constat de ce bilan céréalier, de cette évolution. C'est une très forte diminution de la production maïs grain. Là, on parle de maïs grain, ça c'est très important. Très grande fluctuation d'une année à une autre. Donc, ceci, c'est avant 2020-2011. Mais après, vous pouvez voir là, depuis les années 2011-2012, on oscille sur une moyenne et il n'y a pas une fluctuation très importante comme avant. La production a varié de 0,3 millions de quintaux à 4,3 millions de quintaux. Ces deux graphes, ils récapitulent un petit peu ce qui a été précédé. Donc, le graphe à gauche, il représente l'évolution de la production moyenne des premières années, ces 5 premières années ou campagnes. Et donc là, on remarque une augmentation double pratiquement
la production a augmenté, a été multipliée par 2 pour atteindre 62 millions de quintaux là, pour les céréales. Pour le blé tendre, la production a été multipliée par 5. Pour le blé dur, a été augmenté de 60%. Pour l'orge, ça a été augmenté de 20%. Et pour la production de maïs, donc a été diminué. Là, une diminution de 70%. Donc, ça, c'était sous forme de bâtonnet. Maintenant, ce camembert, il montre le pourcentage, on a voulu montrer le pourcentage de chaque espèce pour chaque moyenne, donc chaque quinquennat. Donc là, le camembert à gauche, donc on remarque qu'en début des années 80, l'orge était la principale céréale avec 17 millions de quintaux, soit 45% de la production globale, suivi du blé dur 30% et du blé tendre 19%, et enfin du maïs 6%. Alors que pendant les 5 dernières années, 2016, 2017, 2020, 2021, le blé tendre détient la part du lion avec 49%, suivi de l'orge qui est de 26%, du blé dur 24%, et enfin du maïs qui est 1%. Voilà. Donc, en ce qui concerne les rendements, là, les rendements, on les a calculés donc, sur la base des résultats, sur la base des données production et superficie. Et donc là, on remarque une amélioration des rendements nets de blé dur, une très grande variabilité interannuelle, c'est normal, parce que du moment avec la sécheresse, c'est normal qu'on ait une variabilité. Le rendement mine, il est de 4 quintaux à l'hectare, jusqu'à le rendement max, il était de 25 quintaux à l'hectare, il a été enregistré en 2020-2021. Et donc, sur des campagnes, sur 40 campagnes, ce qui est important à noter, 50% des campagnes ont vu des rendements inférieurs à la tendance moyenne. Donc, c'est assez structurel. C'est comme une année sur deux, on a une année sinistre. Et encore, si on met la barre plus haut, normalement à 15 ou à 20 quintaux à l'hectare, encore là, on va avoir des rendements très inférieurs à la moyenne. Donc, ou à la norme. En ce qui concerne le blé tendre, donc on remarque qu'il y a toujours une amélioration des rendements, très grande variabilité de la même chose. Les rendements vont varier de 5 quintaux à l'hectare à 27 quintaux à l'hectare. Et là encore, on remarque que 56% des campagnes ont vu des rendements inférieurs à la tendance moyenne. Pour l'orge également, donc on remarque également qu'il y a une amélioration des rendements et ça a varié de 2 quintaux à 19 quintaux. Pour le maïs, il y a une tendance vers l'augmentation, une amélioration des rendements de 2000 jusqu'à 2010, puis décroissance. Une très grande variabilité également. Le rendement a varié de 2 quintaux à 12 quintaux. Pardon, là, je n'ai pas écrit donc à 12 quintaux. Et donc, 60% des campagnes ont vu des rendements inférieurs à la tendance moyenne. Là, on remarque que le maïs, il est beaucoup plus exigeant en eau. Et donc, là, lorsqu'il y a une année où il n'y a pas de pluviométrie, là, le maïs, il est vraiment dépendant de l'eau et de la pluviométrie. Donc, en ce qui concerne, donc c'est de même, donc on a fait donc le premier bâtonnet, ça représente le rendement moyen 80-81 jusqu'à 84-85, et le deuxième bâtonnet représente le rendement moyen des 5 dernières années. 5 dernières années, à gauche, on n'a pas inclus 2020-2021 parce que ça a été une bonne année. Et là, on a décalé un peu les 5 dernières années. Donc, j'espère que j'étais bien. Pardon, une seconde. Donc, voilà. Donc, il y a la comparaison donc, des rendements moyens 80, 85 et 2016-2021. C'est le graphe 2. On remarque que le rendement du blé tendre a augmenté de 80% pour atteindre 20 quintaux à l'hectare. Le rendement blé dur a été augmenté
de 90% pour atteindre 19 quintaux à l'hectare, et le rendement de maïs, de l'orge, a augmenté de 70% pour atteindre 13 quintaux à l'hectare. Donc, en ce qui concerne, on passe maintenant à l'évolution des importations des céréales, des 4 céréales en millions de quintaux. Donc là encore, on remarque une forte augmentation des importations des 4 céréales, fluctuation d'une année à une autre. C'est normal parce que ça dépend de la production locale. L'importation a varié de 11 millions de quintaux à 87 millions de quintaux. Donc, pour le blé tendre, c'est à peu près le même constat, donc forte augmentation avec des fluctuations, et les importations ont varié de 8 millions de quintaux à 42 millions de quintaux. Pour le blé dur, c'est le même constat également, donc c'est une forte augmentation, mais là, on peut remarquer que dans les années 80, il y a pratiquement, on n'importait pas. Et en 2020-2021, où la moyenne des 5 dernières années, on est maintenant à 10,9 millions de quintaux dernièrement, en 2020-2021. Donc, pour l'évolution, pour l'orge, il y a également une augmentation moyenne des importations d'orge, très forte fluctuation, donc, beaucoup plus que le blé tendre et le blé dur. L'importation minimale est de 1,5 million de quintaux et la max est de 10 millions de quintaux et a été enregistrée en 2020-2021. Bon, on remarque que 2020-2021 était suite à une année de sécheresse, donc les importations étaient très élevées, étaient à leur maximum. Donc, pour pour le maïs, là encore, c'est très flagrant. Donc, on marque une très forte augmentation des importations, de faibles fluctuations, interannuelles en comparaison avec les autres céréales d'automne. L'importation minimale, donc l'importation a varié de 19 millions de quintaux à 30 millions de quintaux. Donc, ce graphe montre l'évolution des importations des 4 céréales. Donc, l'importation moyenne des 4 est multipliée, donc on peut remarquer par 3,3 pour atteindre 74 millions de quintaux. L'évolution, les 2 bâtonnets également représentent, le premier bâtonnet représente la moyenne des 5 premières années ou campagnes de la période, et le deuxième bâtonnet représente la moyenne des 5 dernières années. Donc là, on remarque une augmentation de l'importation de blé tendre qui est multipliée par 2, une augmentation du blé dur, l'importation de blé dur qui est multipliée par 40, et celle de l'orge qui est multipliée par 6,5, et celle du maïs qui est multipliée par 70. Donc là, c'est l'offre. Donc, c'est une synthèse de ce qui précédait. Donc là, c'est l'offre, juste une remarque. Comment on a calculé l'offre? C'est l'offre de la même année, par exemple, l'offre de 1981-82, c'est la production moyenne, pardon, ça 1981-85, d'accord? C'est la production de 1980-85 et l'importation moyenne de 81-86. Je vais corriger ça tout à l'heure. Et l'offre de 2016-2021, c'est la production de 2015-2020 et l'importation moyenne de 2016-2021. Donc, il faut décaler les deux indicateurs. Donc, on a obtenu pour le blé tendre, si on parle pour les céréales, donc déjà, l'offre a été multipliée par 2,3. Donc, si on passe la moyenne des 5 premières années à la moyenne des 5 dernières années. Donc, c'est déjà c'est très flagrant. L'offre a été multipliée par, c'est très important.
Donc, c'est la demande, on va voir, il y a M. Liachi qui va parler de la demande, mais donc l'offre a été multipliée par 2,3. Si on parle par espèce, donc pour le blé tendre, donc il est multiplié par 2,5 pour atteindre 67 millions de quintaux. Pour les blés durs, également multiplié par 2 pour atteindre 24 millions de quintaux. Et pour l'orge, il y a une augmentation de juste 20%. Pour le maïs, là encore, c'est 6,4. Donc, une augmentation, elle est multipliée par 6,4. Voilà. Donc, juste avant de céder la parole à M. Liachi, donc là, nous avons fait, donc il y a l'offre, à droite, il y a l'offre des 4 céréales. Donc, pour l'offre de 2016-2021, on a 138 millions de quintaux, donc production de 64 millions de quintaux, les importations de 74 millions de quintaux, donc avec un taux d'autosuffisance de 46%. À gauche, c'est les différents compartiments de la demande, qui sont les semences, la consommation humaine, l'autoconsommation, la commercialisation, la consommation animale et le volet gaspillage ménage, gaspillage industriel, perte stockage, perte au niveau de la récolte. Donc, ce côté, ces compartiments-là où une partie va être abordée par Liachi. Et les semences, il y a, comme a dit M. Moutene et M. Bihedfa, donc il y a un groupe ou un sous-groupe semences qui va aborder ces termes-là. Voilà. Merci beaucoup et à vous la parole, Liachi. Merci. Merci beaucoup, Madame Mehdi. C'est Liachi. Oui, donc merci beaucoup. J'attends que... Toi. Merci. J'attends que Madame Sana sorte. Oui. Je puisse... Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais lancer ça. Partager. Masquer. Là, je mets ici. Ah. Vous voyez encore rien du tout, Yak. Alors, est-ce que vous voyez la présentation? Non. Oui. Maintenant, Si. Oui, mais quand oui, ça commence. Oui. Quand je clique sur diaporama, ça ne me donne rien. Oui, donc c'est bon. Voilà. Bon. Très bien. Merci beaucoup à tous les collègues. Tu peux y aller. Merci beaucoup, c'est Hassan. Merci. Vous m'entendez? Allô? Oui. C'est bon. Merci. Alors, pour le sommaire, rapidement, donc, on va parler de la commercialisation, de la consommation, de l'autosuffisance, des pertes et une idée sur le bilan matière du commerce extérieur. Alors, au niveau de la commercialisation, dans la présentation, je mets en haut toutes les idées phares et puis les graphiques en bas pour essayer d'illustrer ça. Donc déjà, la commercialisation, les chiffres qu'on a obtenus, en fait, touchent le circuit formel de la production nationale. Alors, il y a évidemment un tas de choses qui ne sont pas inclus là-dedans. C'est pour ça que les chiffres, on va le voir, ne sont pas énormes. Et bon, ce qu'on a constaté, c'est que quand même, cette commercialisation, quand elle suit un petit peu, et ça c'est logique, la production. Quand la production est importante, évidemment, la commercialisation suit, ainsi de suite. Si la récolte est mauvaise, évidemment, la commercialisation est plus faible. Mais ce qu'on a noté, c'est assez étonnant, c'est que la commercialisation pratiquement a une espèce de taux constant par rapport à la production. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est quelque chose qu'on va être amené à revérifier peut-être même année par année, etc. Mais je me demande si ce taux effectivement est toujours constant, ça nous permettrait demain de faire une espèce de vérification
les estimations de récolte. Et là, vous le savez évidemment, autant les importations sont précises, autant les estimations de récolte sont ce qu'elles sont, des estimations. Alors bon, il y a un certain nombre de sources possibles. Il y a le gap, évidemment, entre la commercialisation formelle et les productions, etc. Et vous avez évidemment l'informel, vous avez l'autoconsommation et vous avez les pertes. Alors, c'est ces trois indicateurs. Il n'y a pas grand-chose, mais on a quand même quelques indications dont on parlera par la suite. Et les graphes, vous le voyez ici. La commercialisation, bon, elle a varié multiplié 2 par 2 et la production également. Hein. Donc, voilà pour la première slide. Alors, la commercialisation, ce qu'on a noté aussi, c'est que la commercialisation formelle, hein, telle qu'elle est donnée par les sources officielles, elle s'est de plus en plus spécialisée sur le blé tendre. Alors, vous voyez déjà sur les deux camemberts, il y a 40 ans, on avait du blé tendre, effectivement, à près de 60%, mais il y avait encore du reste. Il y avait du blé dur, orge, maïs, etc. Alors, évidemment, 40 ans après, il n'y a plus que du blé tendre. Ça, c'est les chiffres qui nous donnent ça. Alors, explication, évidemment, les importations ont un circuit à part. Elles ne font pas partie de ces chiffres de commercialisation officiels. Et puis, le reste ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de commercialisation. Il y a de la commercialisation, mais c'est pris en charge par autre chose, hein, c'est-à-dire par l'informel et les imports, en particulier pour le maïs, le blé dur et l'orge. Hein. Vous l'avez vu tout à l'heure avec les chiffres présentés par Madame Sana. On a une explosion des importations de maïs, de blé dur, un peu moins de l'orge. Hein. Et puis aussi, vous avez les subventions qui sont données au blé tendre et qui, elles, imposent un circuit formel. Parce que si les gens veulent recevoir quelque chose, il faut qu'ils passent par un circuit formel, alors que les autres céréales n'ont pas cette obligation. Alors, cette commercialisation formelle, on la retrouve quand on fait la commercialisation par type de céréales. Alors, vous voyez ici, c'est clair, à gauche, le blé tendre. La grosse augmentation de la commercialisation d'ILO. Et alors que les autres, blé dur, orge et maïs, bon, c'est l'effondrement pratiquement total. Alors, on passe à la consommation. Et il y a un certain nombre d'éléments qu'on veut partager. Il y a, si vous voulez, on a eu beaucoup de discussions en interne. La consommation, évidemment, dont on va parler, c'est la consommation humaine plus la consommation animale. Nous, on considère que la consommation animale, c'est pratiquement de l'indirect par rapport à la consommation humaine. Hein. Donc, on n'importe pas juste pour produire des animaux, des poulets ou je ne sais pas quoi, mais c'est pour produire évidemment des protéines et autres pour la consommation humaine. Alors, on a fait un certain nombre d'extrapolations. Mouden tout à l'heure parlait des difficultés, comment dirais-je, les chiffres et autres. Mais on a fait quand même des extrapolations. On a supposé que le blé tendre et le blé dur, c'est d'abord de la consommation humaine. On a supposé que l'orge et le maïs, c'est d'abord de la consommation animale. Ce n'est pas vrai à 100%, ça on le sait, parce qu'il y a de la consommation, disons, humaine là-dedans. Alors, on a fait deux approches dans la consommation. La consommation, la définition en général classique, c'est production plus importation moins les exportations plus les stocks, les variations des stocks. Alors, ça a été dit aussi d'abord par les collègues, l'export est négligeable et les stocks sont compensés d'une année à l'autre. Bon, sont négligeables dans le sens où, vous allez le voir sur le bilan matière, on exporte quand même des céréales transformées, mais ça ne représente vraiment pas quelque chose qui soit très compliqué. Alors, on a consommation, on a fait l'approche, vous allez le voir pourquoi.
on a remplacé la production par la commercialisation pour essayer de voir est-ce que ça se rapprocherait un peu plus des chiffres de la littérature, on va le voir par la suite. Et puis enfin, la consommation, bon, il y a du formel, il y a de l'informel, il y a de l'autoconsommation, etc., etc. Alors ici, je reprends un graphique là qui sur les 40 dernières années où la consommation totale a été multipliée par 2,5. Et je vais vous dire par la suite qu'il y a la méthode de calcul de ce graphique est peut-être un petit peu différente de ce qu'a présenté Madame Sana, mais en tout cas, les tendances sont les mêmes et ça, c'est une question qu'on va probablement étudier entre nous par la suite. Alors, je vais comparer cette consommation par l'accroissement de la population. Et là, vous vous apercevez tout de suite que l'accroissement de la population, évidemment, est beaucoup plus faible que celui de la consommation. Donc, il y a bien quelque chose qui se promène quelque part. Soit il y a des excédents, des déperditions, des pertes, des machins, j'en sais rien. Mais en tout cas, on utilise la population en global pour obtenir des éléments intéressants au niveau de l'autosuffisance et autres qu'on va voir par la suite. Alors, on y est. Voilà. D'abord, un premier grand gap qu'on note avec la littérature. Dans la littérature, on nous dit que la consommation est de 185 kilos par habitant pour la consommation humaine, évidemment, et que la consommation par habitant, ici, on va la comparer entre ce qu'on disait tout à l'heure en utilisant la production ou bien en n'utilisant que la commercialisation. Alors, quand on n'utilise que, on va voir les graphiques, là, avant de continuer les réflexions, là, on va voir ce graphique à gauche. Voilà des chiffres qui sont par habitant. Hein, et alors là, vous avez tout. Consommation humaine, animale, indirecte, machin, tout. C'est juste pour avoir une idée. On ne parle pas de l'aspect nutritionnel ici, on parle de l'aspect macroéconomique des choses. Et donc, la différence, évidemment, est énorme sur ces chiffres-là, entre 300 et 434. Et même à droite, si on n'utilise que la commercialisation, on passe de 135 à 243. Donc, on est encore assez loin des chiffres de la littérature et on va aller plus en détail par la suite. Alors, comme réflexion, il faut d'abord, pour essayer, disons, de se rapprocher un peu de ces chiffres-là qui viennent, parce que le 185, c'est vraiment le bout de la chaîne, hein. C'est chez le consommateur final. Alors, il faut voir des taux de perte d'une manière générale entre le commercialisé et le reste. Il faut essayer de voir comment le contenu des chiffres le commissariat au plan ainsi que des nutritionnistes, dans les études, ils parlent de céréales. Alors, est-ce que pour céréales, ça veut dire blé? Ou là, c'est une extrapolation qui a été faite? Je ne sais pas, ça c'est quelque chose qu'on va revérifier. Quand ils font leur, disons, étude aussi, est-ce que le pain est l'élément principal et qu'ils font une extrapolation sur tous les types de céréales transformées, en particulier comme le couscous, les pâtes, les machins, etc. Par contre, quelque chose qui est relativement net, c'est que la consommation est en augmentation, pas en baisse. Alors qu'on a vu un certain nombre d'articles et autres qui disent que la consommation est plutôt en baisse d'une manière générale. Alors, bon, on a discuté ça. Est-ce que c'est lié à toute la population? Est-ce que c'est seulement la classe moyenne? Est-ce que c'est la classe défavorisée? J'en sais rien. Il y a un débat là-dessus. Alors, en supposant qu'il y a une confusion entre blé et céréales, même ça, les chiffres ne correspondent pas. Les chiffres sont trop faibles si on n'utilise que la commercialisation. Vous voyez ici à peu près 129 kilos par habitant par rapport à 185.
et elles sont trop élevées avec la production. Et là, on a utilisé le blé tendre. Pourquoi le blé tendre seulement? C'est parce que le blé tendre, vous l'avez vu, il n'est pas du tout commercialisé, il est plutôt commercialisé en formel pratiquement totalement, et que les autres ne le sont pas. Et que ici, dans la consommation avec la production, même avec ça, on est à 210, c'est-à-dire nettement supérieur aux 185. Donc, la tendance haussière ici, vous le voyez, elle est maintenue. On n'a pas vu, on n'a eu aucun chiffre qui nous dise que la consommation serait en diminution. Alors, on passe à ce qu'on peut appeler l'autosuffisance ici. Et c'est des chiffres qui sont pour le débat sur l'autosuffisance, la sécurité alimentaire, la souveraineté, etc. Alors, le taux d'autosuffisance qu'on a calculé, c'est la production divisée par la production plus l'import moins l'export, évidemment avec un export qui est presque zéro. Et vous voyez, évidemment, c'est le constat qui est là, c'est une chute globale qui est substantielle. Et quand on a fait, disons, un certain nombre on a modifié un peu la mode de calcul, c'est encore pire. Vous voyez à gauche l'autosuffisance pour les 4 céréales sur une première manière de calculer, et le deuxième à droite qui est une autre manière de calculer. Bon, on passe entre 63 à 50 ou à 46. Bon, la différence n'est pas énorme, mais quand même, ça nous dit qu'aujourd'hui, on est pratiquement à moins de la moitié ou au plus à la moitié le taux d'autosuffisance. Alors, on lance quand même un pavé ici, un pavé dans la mare, si vous voulez, qui est un objectif à débattre et qui sera probablement, peut-être plus étudié en détail par les collègues du sous-groupe plutôt potentiel. Donc, on laisse le débat ici ouvert. On est à 50 ou à 45 ou là, j'en sais rien. Et il faudra, dans tous les cas, faire un effort très important pour améliorer tout ça. Alors, on a repris, si vous voulez, cette affaire d'autosuffisance pour chacune des 4 céréales. Alors, on voit quand même qu'il y a une amélioration qui est importante pour le blé tendre. Bon, évidemment, on va le savoir pourquoi, évidemment, avec toutes les incitations de l'État et tout ça. Walakin, ça reste quand même vers 50% à peu près. Je suppose que si on change même la méthode de calcul, on va peut-être même pas dépasser 50%. Tout va dépendre de… Mais en tout cas, la tendance est là. Par contre, vous avez des effondrements importants, c'est-à-dire, par exemple, le maïs et le blé dur en particulier. Vous voyez, le maïs, on était presque à 60%. On est à pratiquement zéro, là, pratiquement. Le blé dur, vous voyez ici, on était presque à 100%. Je dirais que même avant, on était à 110, 120%, parce qu'on était exportateur de blé dur et d'orge en particulier. Bon, le blé orge, c'est celui qui a perdu le moins, mais il a quand même perdu pas mal. Donc, il y a des objectifs à débattre, toujours à travers les collègues, le sous-groupe potentiel, etc., et d'essayer d'améliorer quand même ça. Bon, on a fait ça à la louche, je ne dis pas que c'est un truc très… Mais déjà, le 100% du blé dur et de l'orge, bon, normalement, on devrait redevenir exportateur. Il n'y a pas de raison, historiquement, on l'a été. Peut-être améliorer nettement celle du maïs et améliorer aussi le blé tendre. Alors, deux slides peut-être qui me restent. Alors, les pertes. Alors, on a déjà des premiers chiffres. On ne peut pas s'engager sur tout ça, mais c'est bon pour le débat, etc. Donc, on a des témoignages de collègues qui, eux, ont travaillé ici et là et autres. Donc, ce qu'on note déjà, c'est que les pertes, enfin les quantités, pas le pourcentage, mais les quantités sont évidemment proportionnelles à la quantité récoltée. Et bon, ça, c'est des témoignages qui nous disent effectivement
Quand il y a beaucoup de produits, évidemment, il y a plus de pertes. Alors, dans le cas qu'on a étudié avec certains collègues, on arrive à des taux entre 22 et 28%, à la récolte 8 à 10%, au stockage 12 à 15% et à l'import 2 à 3%, ce qui nous fait une tranche très large de 22 à 28%. Voilà pour les pertes. Ça aussi, c'est un élément qu'il va falloir probablement étudier plus en détail. Alors, dernière slide. Bon, j'ai eu pas mal de, enfin, nous avons eu pas mal de questions sur, vous l'avez vu dans le débat, sur pourquoi le maraîchage, pourquoi les céréales, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, ça, c'est, la slide, c'est plus pour la beauté du geste et la discussion, disons. Alors, vous voyez à gauche ce qu'on importe, ce que le Maroc importe. J'ai utilisé l'année 2021, mais c'est pratiquement un peu sur ces dernières années, c'est presque la même chose, en particulier quand il y a une année moyenne. Vous voyez, donc, il y a surtout des céréales en termes de produits alimentaires et surtout des céréales, principalement du blé tendre, évidemment, et du blé d'une manière générale, parce que l'Office d'échange, lui, n'utilise que le mot blé, blé dur et blé tendre, et on sait qu'il y a pas mal d'importations de blé dur d'office. On l'a vu sur les chiffres auparavant. En deuxième lieu, vous avez le maïs, donc avec 27%. Et le reste, vous avez un peu de céréales transformées et un peu d'orge. Pour les exports, qui sont un peu plus, ils sont à peu près à 23,5 milliards de dirhams. Alors, vous avez pratiquement que du maraîchage, des fruits et légumes, beaucoup de tomates, enfin beaucoup, le tiers de tomates, des légumes d'hiver comme les courgettes et autres, hein, des fruits rouges, fraises, myrtilles, framboises. Vous avez autres types de fruits et légumes. Et puis, vous avez la fameuse pastèque qui arrive quand même à près de 9% aujourd'hui ici. Voilà, merci beaucoup, messieurs, dames, et je suis donc à votre disposition pour le reste. Merci. Merci beaucoup, Sir Hayashi. Merci aux deux autres intervenants. Je voudrais signaler qu'il y a eu quelques chats, je vais vous les lire. Il y a M. Yousfi qui a écrit « Pour les données, il faut, en plus du ministère, penser à l'ONICL, à la Fédération des négociants et importateurs de céréales et légumineuses et celle des minoteries, qui tous publient périodiquement des statistiques plus pertinentes à votre thématique que le ministère ne compile pas. » Il y a C. Barada qui a écrit « Est-ce qu'il y a moins de fluctuations de la production en irrigué qu'en bourg? Et quelle est la corrélation entre la superficie et la production? Il paraît que les rendements ont augmenté de manière significative depuis 1980-85. » C'est Hassan Amrani qui a écrit « Les données sont très intéressantes, mais le choix du quinquennat 80-85 comme référence de comparaison est discutable, car il correspond à une série d'années sèches, effectivement. Il faut comparer les quinquennats avec des moyennes pluviométriques similaires. Silius Fi a écrit « Consommation exclue, les proportions de sous-produits de la transformation, non destinées à la consommation humaine. » Silius Mski a écrit « Tout d'abord, je voudrais remercier le sous-groupe des céréales pour les efforts consentis. Je félicite tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce webinaire. Les trois présentateurs nous ont régalé avec leur exposé très documenté et détaillé. Je retiens à mon tour la remarque faite par mon ami Si Hassan Amrani concernant les périodes choisies, notamment 80-85, qui ne seraient probablement pas biaisées par la succession des années de sécheresse. En même temps, cette période correspond à une période de croisière d'autosuffisance en produits de base, comme les céréales.
Ce bilan montre clairement l'échec de la politique agricole qui, depuis les années 2010, l'importation de céréales ne fait qu'augmenter. Si les risques continuent, le bilan montre également que notre balance commerciale en matière agricole n'est pas suffisamment excédentaire. Si Ben Yassine, Abdelrahim Ben Yassine, a écrit « Félicitations à l'ensemble des collègues du sous-groupe de céréales pour le grand effort fourni et des analyses pertinentes effectuées. Un grand plaisir de renouer contact avec des amis que j'ai perdus de vue depuis longue date. » Voilà, donc j'ai aussi des mains levées. Il s'agit de M. Yacoubi Mohamed. Alors, ce que je vous propose, on va donner d'abord la parole à M. Yacoubi pour ouvrir le débat, tout seul. Puis vous allez répondre à ceux qui ont chaté, à Sir Yacoubi, et puis on ouvrira une autre liste. Sir Yacoubi, la parole est à toi. Merci. Alors, je rejoins les camarades pour franchement féliciter et un gros chapeau, tabarakallah alaykoum, le groupe Céréales, vraiment un séminaire, je peux dire, un webinaire très intéressant. Il y a pas mal de données qu'on peut débattre. Encore une fois, félicitations, comme on dit. Alors, la première remarque, là, je rejoins entièrement ce qu'a dit C. Hassan Lamrani à propos des périodes. Pour cela, j'introduis. J'avais personnellement travaillé. On n'entend pas, c'est Yacoubi. ما بقيناش نسمعوك. Et j'avais utilisé une longue série de 1935 tu as des à l'an problèmes 2000. de micro. Ah, Une connexion, je crois, oui. Oui. Là, micro, non. Arrête de connexion, je crois. D'accord. Allô? عاود la phrase ديالك السي يعقوبي. Allô? عاود la Oui, phrase c'est ديالك. J'ai travaillé sur une série un peu plus ancienne et plus longue, de 1935 à l'an 2000. Alors, paradoxalement, on tombe exactement sur la même tendance. C'est-à-dire, d'ailleurs, Madame Sana, dans son graphique, quand on prend la production céréalière des 4 principales céréales, on a une tendance, une droite de régression, d'accord, ascendante, qui va vers une production moyenne nationale 60 millions de quintaux. Ça me fait plaisir. C'est exactement la même, c'est ce qu'on appelle la théorie des chaos. Quand on monte, on descend, puis après on a une tendance généralement à la hausse. Et elle est due à 2 facteurs dans le cas des céréales. Soit le rendement, soit la superficie. Et là, j'aurais aimé à ce qu'on distingue ces 2 critères. Cette augmentation-là qu'on constate de la production est-elle due, soit dans quelle proportion elle est due à l'augmentation de la SAU et dans quelle proportion elle est due à l'augmentation des techniques de rendement. Ça, c'est très important, puisque lors des 2 recensements agricoles, je crois des années 74 ou de 95, on a constaté une augmentation de la SAU d'à peu près 2 millions d'hectares. Bon, on peut l'expliquer, hein. C'est notamment par l'extension des périmètres irrigués, qui ont récupéré des terres de parcours, etc., etc. Donc, je crois que c'est vraiment, je crois qu'il faut forger cette distinction. À quoi est due cette augmentation générale des productions, malgré les fluctuations climatiques, hein? Est-ce qu'elle est due soit à la superficie, soit au rendement? Et quel est l'impact? En quelle proportion elle est due à la superficie et quelle proportion elle est due au rendement? Alors, la remarque, c'est effectivement sur les périodes. Quand on compare les périodes, vous avez pris des 5 années, 80, 85 ou 81, 86, puis 2016, 2021. C'est deux périodes totalement différentes en termes de pluviométrie et aussi en termes d'hydraulique. Je crois, si techniquement, je m'excuse, si on voulait comparer des périodes, il fallait utiliser plus la moyenne mobile. Oui. La moyenne mobile sur 5 ans. Oui. D'accord? Et comparer les moyennes mobiles des périodes.
Puisque là, chaque moyenne mobile, elle inclut les 5 années d'avant. Une moyenne mobile sur 5 ans. Donc, quand on parle de 80, c'est la moyenne mobile de 75 à 80. Quand on prend 81, c'est la moyenne mobile de 76 à 81, etc. Et on a une autre courbe qui est des moyennes mobiles, qui atténue effectivement les effets climatiques entre les périodes. Là, on peut parler. Donc, tout de suite, raisonner qu'on a eu une nette augmentation des rendements ou des productions, je crois, c'est un peu aller vite en besogne. Donc, moralité pour moi, c'est, si on parle de période, il vaut mieux utiliser plutôt la technique des moyennes mobiles que celle des périodes proprement dites. Au lieu de calculer la moyenne de 80 à 85, on s'est dit, non, prendre la moyenne mobile de 85 à 86 de chaque année, la moyenne mobile de chacune des années. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci, Sidi Yacoubi. Avant de donner la parole à un certain nombre de collègues qui ont levé la main, c'est l'Areichi, c'est l'Aouti et une autre personne dont je ne vois pas le nom. Je vais donner la parole aux intervenants pour qu'ils puissent répondre d'abord, puis on ouvrira une autre liste. Yallah, à vous trois, organisez-vous quand vous voulez. Madame Sana, peut-être pourrait répondre déjà à l'aspect de les périodes, etc. C'est moderne sur les moyennes mobiles. Et on a sur les sous-produits de la transformation. Madame Sana, tu voudrais? D'accord. Oui, effectivement. Merci, chers collègues, chers anciens, donc, pour ces remarques pertinentes. Effectivement, donc, la notion de comparaison des moyennes, donc, début des années 80 à la fin des années 2020, effectivement, donc, parce qu'on avait ces données et il a fallu comparer. Maintenant, effectivement, c'est intéressant l'idée de M. Yacoubi de comparer via la technique des moyennes mobiles ou glissantes. Donc, je pense qu'on pourra travailler prochainement sur ce volet. Même, on peut même également faire la même chose, ce qu'on a fait, mais comparer de les 20 dernières années, donc de 2000 à 2020-2021. Donc, je pense qu'on pourra faire cette comparaison également. Mais l'idée de M. Yacoubi de comparer via la technique des moyennes mobiles, c'est une chose intéressante. La deuxième question de M. Yacoubi, qui est vraiment très, très, très pertinente, c'est qu'il y a effectivement une augmentation de la production qui est vraiment très nette pour les 4 céréales, également pour pas pour la moyenne des 4 céréales, mais pour les 3 céréales d'automne, il y a une augmentation de la production. Cette augmentation de la production, elle est due principalement à l'augmentation des rendements. Et je le dis, une augmentation très importante. Par contre, la superficie a diminué. Hein. Donc, la superficie je peux vous montrer si vous permettez, je peux vous montrer les slides qui présentent ça. Donc, on te croit sur parole, Madame Sana. Sinon, d'accord. Donc, voilà. Donc, c'est un apport. J'aimerais juste souligner l'importance du travail qui a été alloué au développement des techniques du package culturel pour augmenter les rendements. Donc là, on voit clairement que l'augmentation de la production est due principalement à l'augmentation des rendements. Par contre, la superficie des 4 céréales en est diminuée de 5,5 millions d'hectares à 4,5 millions d'hectares. Donc voilà. J'espère que si Yacoubi, c'est bon, je vous ai répondu à votre question. Ah, tu peux passer. C'est moderne. Voilà. C'est bon. C'est bon. Mais voilà. on va voir Donc, effectivement, pour la question de Sirius Phi, effectivement, donc, les données, on les a eues donc de l'ONICL, si je peux le dire.
également donc, différentes Ministère sources, aussi. mais Ouais. effectivement, au niveau de la minoterie et tout ça, donc on n'a pas encore eu cette opportunité. Donc, ça sera donc l'avenir. Et si parmi le groupe allait donner concernant cette partie-là, nous sommes vraiment preneurs. Voilà. Ouais. Donc, il y a la question également de Hassan Si Amrani, ça revient, c'est le Siakobi. Oui, oui, tout à fait. Bon, effectivement, pour la question de M. Brada ou la remarque, pour les données irriguées et pour, là encore, effectivement, c'est très important d'avoir les différentes. On a travaillé maintenant sur la production globale nationale, mais il était vraiment très pertinent d'ailleurs pour nous, et même pour le groupe ou sous-groupe potentiel, il est très important de travailler sur les zones agroclimatiques et surtout l'irrigué et le bourg. Ça, c'est une chose très, très importante. Voilà. Et merci, je cède la parole à Simoudden ou à mes collègues. Simoudden d'abord. Merci les amis pour les réactions très pertinentes. Moi, pour la question donc, sur les années 81-85, en fait, au début, on avait établi donc, une moyenne sur 7 ans. Donc, sur 7 ans, puis elle a remarqué que ça donnait les mêmes résultats que sur les 5 ans. Donc, elle est revenue aux 5 années. Donc, finalement, au début, on avait de 80 à 87. Bon, c'était effectivement pour éponger, pour un peu tenir compte des années sécheresse successives qui peuvent se retrouver, pas seulement au début, même après. Donc, il y a cet élément. Et puis, la question donc, des moyens mobiles, on en a parlé juste hier. Juste hier, on en a parlé. J'avais évoqué la question, on a échangé avec le collègue et effectivement, comme l'a dit Sana, on va le prendre en compte pour la suite. Donc, finalement, nous considérons que le travail donc, se poursuit et va s'enrichir avec vos réactions. Et merci. Voilà. Qui à toi. Oui. Oui, merci, effectivement, merci, un grand merci aux collègues. Comme vient de le dire Simoudden et les collègues, l'objectif du webinaire Kamel, c'est un petit peu amener tous les membres de ce groupe céréales à participer à ce travail parce que c'est un travail quand même collectif qui demain va, entre guillemets, engager tous les membres de ce groupe céréales. Hein. Et donc, effectivement, on compte beaucoup sur les différentes interventions et on remercie déjà les collègues. Alors, deux petites réactions. L'oula c'est effectivement, c'est Mustafa Yousfi sur les statistiques. Comme on a déjà utilisé l'ONICL et le ministère, c'est vrai, mais la partie transformation, la partie valorisation, c'est quelque chose qui va faire partie de cette deuxième étape d'IELNA. Et donc, effectivement, on va collecter un certain nombre d'informations auprès d'IEL, les différentes sources. L'office d'échange, bon, il a déjà été pris en compte. On a pris des informations qu'on n'a pas encore publiées le premier webinaire. Hein, donc, il y a encore des choses à voir, en particulier sur les aspects régionaux, sur les aspects par exemple, les importations de semences, de CADA. Il y a un certain nombre d'éléments qu'on n'a pas voulu pour ne pas nous disperser par la suite. Mais de toute façon, comme ont dit les collègues avant moi, on compte absolument sur les différents collègues pour nous pousser vers plus d'éléments. Deuxième réaction, Fadchi, il y a les sous-produits, il y a la transformation. Là aussi, je sais qu'il y a beaucoup de sous-produits de la transformation. On n'a pas parlé non plus de tout ce qui est sous-produits de la récolte, comme la paille en particulier, comme un certain nombre d'éléments qu'il va falloir étudier d'une manière ou d'une autre pour essayer de compléter un peu le bilan. Voilà, donc on ne les a pas exclus, c'est simplement que ils arrivent avec le… Là, on a voulu quand même lancer l'opération.
D'abord, pour encourager, je crois ça, si Hassan va le dire mieux que moi, pour encourager les collègues à dire qu'il y a du travail qui se fait et donc il faut pousser là-dessus et pour collecter le maximum d'informations dans les collègues. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci Yachi. Si Hassan, juste un Alors, petit complément, merci. Oui, vas-y, rapidement. Juste une petite comparaison entre la moyenne qui a été utilisée et la moyenne mobile. La moyenne mobile, donc, très importante, effectivement, donc, et corrige ce qu'on peut projeter comme tendance, donne un aperçu donc, sur une longue période. Alors que là, il s'agissait de chercher à comparer donc, deux périodes, je dirais, différentes. Donc, ce n'est pas le même usage. Mais c'est pas le même usage tout à fait. Voilà. D'accord. Alors, j'ai un chat de la part de M. Shiger qui félicite le sous-groupe. Il espère que ce travail soit édité sur papier et support électronique à diffuser. J'ai deux personnes qui ont levé la main, c'est Léla Reichi et c'est Ahmed Laouti. La parole est à Sil Harichi. Je vous demande d'être succinct et précis. Bonjour à tous. C'est Harichi. Je tiens tout d'abord à féliciter les collègues pour leur exposé, mais toujours utiliser un certain nombre de remarques. Problème de son, c'est Harichi, un problème de son. Vous m'entendez? J'ai un certain nombre de remarques. Je crois que c'est plus utile de focaliser, bien sûr connaître l'historique, mais de se focaliser sur des données relativement récentes, qui nous permettra de nous se projeter, d'avoir des idées, des points de repère. Moi, j'avais abordé ce problème de céréales dans le cadre de l'alimentation en général, et j'ai préféré prendre la période 2008-2020. Je tiens à confirmer certains chiffres. Pour cette période 2008-2020, les rendements des 4 céréales étaient de 16,5 quintaux par hectare. La production de 10%, parce qu'il y a un concept, mais normalement, on parle de disponible énergétique alimentaire. Alors, ce disponible. C'est la régie. On n'arrive pas à vous suivre. Vous avez un problème de connexion ou de son, je ne sais pas quoi. Donc, c'est de la parole si vous ne me suivez pas. C'est bon maintenant. C'est bon maintenant. قطع الكاميرا ديالك السي عبد الاله قطعت الكاميرا ديالك باش تكون مزيان حسن قطع الكاميرا ديالك كوبي فوتر كاميرا سي العريش قطع الكاميرا باش يبان لو الصون حسن فوالا يلا تفضل دابا تفضل disponible sur la période 2021 141 millions et nous avons produit 68 millions et les importations 74 millions. Ce qui fait, en tenant compte de ça, le taux de couverture est à peine de 48%. C'est une idée globale. Alors, par contre, pour aller affiner davantage ces informations, il fallait aller chercher dans les systèmes agroécologiques. C'est-à-dire les zones favorables, défavorables, les 6 ou les 7 zones agroécologiques, afin de voir les problèmes du système. Alors, pour simplifier, pour ce qui est des pertes, moi j'ai calculé les pertes alimentaires en général, et je les trouve à peu près de l'ordre des chiffres qui ont été cités par Sila Yassi, et de l'ordre de 25%. Comment j'ai fait? Je prends les données du HCP de 2014, la consommation de différents aliments, je fais le bilan énergétique de l'alimentation du Marocain, je trouvais de l'ordre de 3100-3200 kcal.
Et je fais un bilan en termes énergétiques, en termes kilocalories, entre ce qui est consommé d'après la HCP et la somme, et les productions, plus les importations, et le reste sont dus, la différence est due soit une perte, soit une sous-estimation de la production. Et je retombe sur les fameux 25% de pertes alimentaires en général. Donc, pour moi, il faut retenir qu'on est juste à 50, l'un dans l'autre pour les données qui coïncident avec le Maroc vert. Au niveau céréales, on est à une couverture de 50%. Maintenant, les solutions, peut-être il faut agir sur la ration, ainsi de suite. Et merci. Ok. Merci, c'est l'Araïchi, c'est l'Aouti. C'est l'Aouti, tu es toujours avec nous? Oui, merci. Voilà. Merci. تفضل J'apprends que c'est l'Araïchi. C'est bon. Qu'il désactive son micro, si c'est possible. C'est l'Araïchi. Merci. Alors, de ma part, je rejoins mes collègues pour remercier donc ce groupe. C'est vraiment très intéressant. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je ne vais pas faire de remarques, mais une suggestion. Peut-on, dans l'avenir, un petit peu analyser les faits des politiques ou bien du changement des politiques de l'État sur, disons, la production céréalière? Moi, j'ai 3 dates, peut-être il y en a d'autres. La première, c'est la libéralisation des assolements, je crois, des années 80. La deuxième, c'est le plan Maroc vert, quand même. Et il faut quand même lier aussi l'évolution des techniques ou bien de la production animale, surtout pour les céréales, parce que dans la région où je suis, dans le Sousse, on voit beaucoup de maïs, mais plutôt maïs en silage, qui prend la place du maïs grain. Donc, c'est une suggestion que je fais aux spécialistes. C'est un petit peu à voir pour analyser et pour un petit peu juger d'une manière scientifique les effets des changements de politique de l'État ou des stratégies en matière donc de notre souveraineté alimentaire en matière de céréales. Et merci. C'est Hassan? C'est Hassan? Ah, c'est Tu Hassan. m'entends? Oui, ça va mieux d'abord. Oui, je suis là. C'est Yousfi qui a levé la main. تفضل تفضل. C'est Mustafa. C'est Mustafa. Micro, c'est Mustafa, micro. Merci bien, c'est Hassan. Pour ma part, je voudrais aussi féliciter les collègues qui se sont mobilisés avec abnégation pour nous servir cet après-midi avec un excellent séminaire. Moi, personnellement, je vais me limiter à l'aspect production animale et l'impact du secteur production animale sur le disponible céréalier au Maroc. Comme vous le savez, les parcours ont subi une dégradation prononcée et extrême au niveau du territoire national, au point que leur contribution au bilan fourrager et à l'alimentation du bétail a été réduite considérablement. Personnellement, j'ai participé au plan laitier de 1976 et on a travaillé sur le bilan fourrager à l'échelle nationale. Les parcours contribuaient dans le temps entre 80 et 85% pour satisfaire les besoins des populations ruminants au niveau national. À présent, cette contribution elle est en deçà de 25 et même de 20%. Donc, le recours à la supplémentation est énorme. L'essentiel des populations bovines et ovines, peut-être pas les caprines, sont alimentées à l'orge un peu partout au Maroc et même au niveau de l'oriental. Donc, les gens achètent du concentré, achètent de l'orge et achètent des céréales pour subvenir à cela.
aux besoins de leurs troupeaux, et c'est une demande qui est exercée sur l'essentiel du concentré généralement constitué à partir de céréales. Donc il y a une demande sur les céréales, que ce soit l'orge, que ce soit le maïs. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer l'attention des collègues, c'est la relaxation de la réglementation marocaine. Il y a des années, le blé était interdit de pénétration dans le circuit alimentation animale. C'était pratiquement interdit. Dernièrement, on a autorisé du blé fourragé à l'importation, avec coloration, bien sûr, avec un certain nombre de précautions pour que ça ne pénètre pas dans le circuit alimentation humaine. On importait dans les 150 000 tonnes, soit 1 500 000 tonnes, 500 000 quintaux. Cette année, par exemple, c'était une importation de 300 000 tonnes de blé fourragé à partir de l'Ukraine essentiellement, mais c'est une piraterie de quelque chose comme 500 000 tonnes de la production nationale. Parce que le blé était au prix national, qui est contrôlé par l'État et qui est déprimé par l'État en défaveur des agriculteurs, 280 dirhams de protection, mais en fait, il s'est changé à 2000 dirhams la tonne et à 2200 dirhams la tonne en réalité. C'est largement en deçà du prix du maïs importé. Donc, tous les fabricants d'aliments de bétail se sont rendus compte qu'ils n'ont pas intérêt à utiliser du maïs importé et qu'ils ont intérêt à incorporer au plus le blé national. Donc, ils offraient un prix de 2400 dirhams aux agriculteurs qui était de loin meilleur que les 2000 à 2200 dirhams offerts par les négociants céréaliers et par les intermédiaires. Et ça a permis de pomper quelque chose comme 5 millions de tonnes de blé. Cette situation ne va pas être exceptionnelle pour cette année parce que le prix du blé, vu qu'il est contrôlé par l'État et plafonné par l'État, même le plafond n'est pas reçu par les agriculteurs parce que les gens dévient de cette réglementation. Il va le rester et le maïs va rester beaucoup plus haut et il va y avoir, vu la demande des populations animales, vu l'état des pâturages et vu la conscience et la technicité des éleveurs qui s'améliorent et que l'intensification leur révèle qu'il est plus rentable de passer par le biais de l'alimentation intensive, la pression sur le blé et la pression sur l'orge va être beaucoup plus élevée. Et je voudrais tout simplement attirer l'attention des collègues sur cette nuance et cette tendance qui est derrière les écrans. Elle n'est pas très, très officielle, elle n'est pas très médiatisée, mais elle est réelle et elle est là. Et elle va à l'encontre de l'intérêt des agriculteurs et à l'encontre de l'intérêt de la céréaliculture marocaine. Voilà. Merci. Et merci pour votre attention tous. Merci. Merci beaucoup, Silius Fui, pour cette excellente contribution. On va certainement en tenir compte. Alors, je n'ai pas d'autres demandes d'intervention. Donc, je donne la parole aux intervenants pour répondre aux questions soulevées. Madame Sana, si tu as des réponses, oui, sinon, effectivement, merci. Merci à vous tous donc, pour toutes vos remarques pertinentes. Pour la remarque de M. Leouti, donc la suggestion d'analyser les changements politiques de l'État, effectivement, donc, ça a été soulevé par l'équipe au départ, par ces modèles, effectivement. Donc, c'est la prochaine étape d'analyser les politiques de l'État, notamment la libéralisation, le plan Maroc vert, et également analyser, juger la stratégie de l'État. Bon, on n'est pas là pour juger, mais juste
essayer de tirer des enseignements pour le futur. Parce que maintenant, notre travail, c'est diagnostiquer le passé et le présent pour projeter vers un avenir prospère. Donc, c'est ça le but. Pas la critique, mais on veut diagnostiquer. Voilà. Effectivement, c'est l'outil. Et puis même, monsieur Yousfi, vous avez parlé de l'alimentation animale et principalement, il y a le maïs fourragé, effectivement. Les agriculteurs, pour le maïs fourragé ou le maïs, il y a deux types d'agriculteurs. Il y a l'agriculteur éleveur, donc il préfère actuellement faire du maïs en silage, en dérobé ou en cycle principal en mars. Et donc, il peut faire 2 cycles par an et alimenter son élevage laitier ou viande. Donc ça, et maintenant, c'est la mode actuellement. Le maïs en silage entre dans l'alimentation, le rationnement avec force. Hein. On donne actuellement à peu près 25 à 30 à 32 selon 32 kilos par vache par jour. Donc ça, c'est très important. Le maïs gras, pourquoi ça a été la production locale a été diminuée? Parce que on a vu que on a vu que le prix est plus compétitif à l'extérieur. Donc, c'était plus intéressant d'importer le maïs. Alors que c'est très difficile. On est à 90%, à 10% d'autosuffisance de maïs. C'est très grave. Une fois, il suffit qu'il y ait une année de problème. Actuellement, donc avec la guerre, et il y a une année où le maïs, le Brésil a été transformé en biogaz, les prix vraiment, ils ont augmenté. Donc, il vaut mieux avoir minimum 50% pour le maïs et pour pouvoir être, je ne dis pas souverain, on est souverain à partir de 70%, mais partiellement souverain. Voilà, donc ça, c'est très important. Le recours à la complémentation, effectivement, l'aliment. Or, effectivement, la remarque de M. Yousfi, elle est vraiment pertinente à propos du blé fourragé. Là, il y a un risque pour l'alimentation humaine, effectivement. Donc, ça, c'est un point très, très important. Je pense, si Yousfi, donc, on pourra travailler ensemble sur ce point-là pour amender ce point, enfin, cette idée au travail de l'équipe bilan. Ça, c'est, voilà, donc je ne sais pas si... Sana, voilà, essayez d'activer, Madame Sana, essayez d'activer. Oui. Pardon? Je crois qu'elle a répondu. La question de qui reste? لا بلاتي صافي كملتي انت هاد لي تروك ديالك دابا ندوزو لسي مدن. Voilà, c'est ça. سي مدن عندك شي حاجه؟ Très, très rapidement, pour ne pas répéter ce qui a été dit, bon, merci aux collègues donc, pour les enrichissements qu'ils ont apportés, c'est la régie, c'est aussi et notre collègue Serhi. Donc, moi, ce que je note en particulier, en plus de ce qui a été dit, c'est l'importance du volet réglementaire. Donc, Silius fait attention sur ce volet, avec les répercussions que ça peut avoir. Par exemple, les parcours, avec tout ce qui tourne autour du parcours, on se retrouve avec des problèmes au niveau de l'alimentation du cheptel, on se retrouve le lien avec l'alimentation humaine pour ce qui est des céréales, tout est en fait lié. Et donc, je note quand même l'importance de ce volet réglementaire et législatif et réglementaire qui est important à considérer. Voir un peu au niveau des textes, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a été modifié, comment on peut améliorer. Voilà, okay. Merci. Voilà, une petite... Oui, pardon. C'est la Yachi. Oui. Une petite... Juste une réponse à M. Larichi.
أنا غادي نديرها مدام سنة، أنا غادي نديرها. Très bien. allez-y. كوني هادية. Très bien. Là, justement, يلا je voulais reprendre justement l'intervention d'Yelsi Abdelillah. Donc, d'abord, on le remercie le fait que c'est un témoignage supplémentaire sur le fait que Oua, avec une méthode différente, il arrive pratiquement au même chiffre que nous avons avancé. Et il a effectivement insisté sur les systèmes agroécologiques et ça, évidemment, on en est tout à fait conscient. J'informe quand même les collègues que l'histoire du système agroécologique, les statistiques, je dirais les plus récentes, datent au moins de 10 à 12 ans. Les collègues de Hachibinatna, si on peut dire, les collègues du ministère, malheureusement, n'ont plus de la démarche très précise. Ils peuvent nous donner, et ils l'ont donné, tout ce qui est par province, etc. Donc, on a dit tout à l'heure, on va travailler dessus et on va essayer de faire les extrapolations nécessaires. Et pour ce qui est de la proposition d'ILO sur agir sur les rations, etc., effectivement, nous allons l'étudier parce que la partie tout à fait en aval n'a pas encore été prise en compte et on va le faire. Voilà, merci. D'accord. Alors, nous avons encore, disons, 6-7 minutes. J'ai deux levées de main. C'est le Reishi ou c'est le Yaqoubi pour des rajouts, mais très, très, très rapides. Et alors, c'est le Reishi. Rapidement, 1 minute. Ça fait? C'est le Yaqoubi. Comme j'ai dit que dans mon écrit, j'interviens un peu sur ce concept de libéralisation des assolements. La libération des assolements a été entreprise dans le cadre du PAGI 1 en 86-87. Ce n'est qu'un retour à l'état de droit. Pourquoi? Parce qu'on a constaté qu'il y avait des arrêtés qui imposaient des assolements dans différents secteurs, périmètres et secteurs d'irrigation, et qui étaient de loin appliqués. C'est-à-dire la pratique culturelle dans certains périmètres irrigués différait de très loin de ce qui est imposé par l'assolement qui était prévu. Et là, je parle sous le contrôle de Selarbiz Zgdouni, qui a fait 2 études, notamment dans les 2 cas-là, il n'y a qu'à Selarbi, et aussi dans le cadre du secteur P11 du Rab. C'est Yaqoubi, encore 1 minute. Yeah. Donc j'ai devant moi le compte rendu. Et on constate qu'on diffère très loin. Donc, cette libéralisation d'assolement n'était qu'une régularisation d'un état de fait. Il ne faut pas lui faire supporter ce qu'on peut lui faire dire. On n'a pas libéralisé l'assolement pour libéraliser, pour entrer dans le marché. Très loin de là, c'était uniquement pour se conformer à la réalité du terrain. Tout simplement. D'accord. Merci. Merci. Je crois que nous arrivons au terme. L'écoute. C'est Hassan, on ne t'entend pas. C'est Hassan. C'est le problème de l'accès à l'information. Pardon? Oui. On n'a pas entendu le début, c'est Hassan. Vous m'écoutez? Le début, on n'a pas entendu. Voilà. Oui, on t'entend d'abord. On t'entend bien. On arrive au terme de notre visioconférence. Et avant de donner la parole, si nécessaire, à l'IHI ou 2 autres intervenants, j'ai noté le grand problème de l'accès à l'information, information qui est souvent non produite par le ministère de l'Agriculture ou par les autres instances en place. Et ça, c'est un très, très gros problème. J'ai noté personnellement des insuffisances que nous avons au niveau national en matière de maîtrise de la consommation humaine. Quand on regarde l'enquête consommation des ménages, on est à 185 kilos grains par habitant et par an pour le blé et l'orge. Et cette consommation ne nous permet pas de faire la jointure globale du bilan. Nous avons des problèmes en matière de consommation animale. On n'arrive pas à l'approcher.
les bilans fourragers qui sont disponibles, me semble, sont loin de répondre à tous nos problèmes. Les pertes méritent également, leur importance est énorme. Nous parlons de 25% de pertes. Nous parlons de 25% de pertes. Et en matière d'augmentation des rendements sur une longue période, disons, on est beaucoup moins que l'évolution, enfin que l'importance des pertes. Ça, c'est des questions extrêmement importantes qui me semblent. Alors, pour ce qui est de l'information, on a eu une réunion avec CRH, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Il était avec 2 autres directeurs centraux et ils nous ont promis de nous faciliter la tâche pour accéder à toute l'information disponible. Bien sûr, comme l'a rappelé tout à l'heure Yachi, tout n'est pas disponible actuellement. Et il y a beaucoup d'approches qui ont été abandonnées depuis pas mal de temps, notamment tout ce qui concerne les performances, rendements au niveau de différentes zones écologiques, les performances de l'irrigué qui ne sont pas suivies de façon très rapprochée, etc., etc. Donc voilà, je voudrais vous remercier tous pour votre participation qui était extrêmement nombreuse, parce qu'on est arrivé jusqu'à 33 participants, pour vos interventions desquelles on a bien pris note, et donc surtout l'équipe dédiée au bilan qui a bien pris note de tout ça. Je ne sais pas si l'un des membres de l'équipe a quelque chose à dire avant de clôturer. Si Moudden, Madame Mehdi, Yachi. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Oui. Quelqu'un Merci. Oui, alors je tiens, si vous permettez, Monsieur Belhedfa, merci beaucoup pour cette synthèse, cette conclusion et pour tout ce que vous avez fait. Merci à vous, tous les présents, donc les confrères, les chers confrères, les chers professeurs. Et donc j'aimerais juste, il restait une remarque, une question de Monsieur Elichi. Effectivement, ce serait bien de comparer de 2008 à 2020. Ça c'est pour le PMV. Donc, c'est pour voir vraiment l'importance ou l'impact de ce plan Maroc vert, effectivement. Donc, et puis, les zones agroécologiques, comme il a dit, c'est les Simouden et c'est les Yeshi, ont manqué de ces données et ce serait vraiment important pour la prochaine étape de travailler sur ce point, que ce soit pour le bilan ou plus particulièrement pour le groupe, le sous-groupe potentiel. C'est indispensable de travailler sur les zones agroécologiques, les zones irriguées, les zones bourgs. Donc ça, c'est très important. Merci beaucoup encore une fois. Merci Sibou Hamidi. Merci M. Belhedfa. Merci à vous tous. Et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, c'est Mski. Tu veux prendre la parole? Une petite recommandation de Allah. Je crois que le sous-groupe a fait un travail extraordinaire et il vaudrait mieux faire une petite note au groupe élargi pour l'informer du succès de ce travail. Donc, si vous êtes fan, donc voilà, c'est une petite recommandation, j'espère que ça va. Ça va être fait, on le fera en liaison avec l'équipe dédiée. Donc, je vous dis au revoir. Le prochain séminaire se tiendra début juin et qui portera sur le potentiel. Et une équipe multiprofil animée par le professeur Taïb Amzian. Donc, rendez-vous début juin, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. Merci pour tout le monde. Et merci Sibou Hamidi encore. Merci Sibou Hamidi. Ahlan wa sahlan. C'était très intéressant. J'écoutais avec en tant qu'élève studieux depuis le début jusqu'à la fin. On va vous envoyer la facture, ne vous en faites pas. On va vous envoyer la facture. Merci. Merci beaucoup. Donc, et si vous, Hamidi, vous pouvez faire une capture d'écran, si vous voulez, avec tous les membres, si possible. J'en ai fait une quinzaine depuis. Et tu es au centre de ces captures.
Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup. Allez, Voilà. À très bientôt tout Pour le monde. Au immortaliser. revoir. Allez. Merci Bye. beaucoup. Merci Au revoir. tout à chacun. Merci. Au revoir. Salam alaikum. Au revoir. Merci. Alors, سلامة شكرا بسلامة Lama. شكرا Slama. Ouais. طيب، Slama. Bye bye. Bye. Sebzi.